Pourquoi le nier? Les méridionaux, et les Marseillais en particulier, ont le tempérament chaud et sanguin. Les querelles qui dégénèrent, les affrontements verbaux qui se transforment en pugilat, ne sont pas seulement partie du folklore, j'en conviens bien volontiers, mais ils ont souvent été montés en épingle par ceux, nombreux, qui n'avaient d'autre but que de discréditer Marseille aux yeux de la France et de la vouer aux gémonies, notamment dans les années 30. Bonjour. Les rixes ont toujours existé, et le phénomène de bande à Marseille, comme dans toutes les autres grandes villes, n'est pas l'apanage de notre époque. Avant la guerre franco-prussienne de 1870, ce phénomène était toutefois très marginal à Marseille. Après les événements de la Commune, la cité phocéenne vivra jusqu'en 1876 sous le régime de l'état de siège instauré par le général Espivon de la ville de Boisney. Durant toute cette période, les réunions publiques, les moindres attroupements de plus de 3 personnes sont interdits. La presse est bâillonnée. Lorsque l'étau commença à se desserrer en 1875, les Marseillais, et tout particulièrement la jeunesse marseillaise, ressentirent l'impérieux besoin de se réunir, de discuter, de s'amuser, de jouer. Et tout commença d'ailleurs comme un jeu chez les jeunes, un jeu qui n'est pas nouveau. Il avait même été, pendant des siècles, le passe-temps favori des gamins marseillais. Mais ce jeu s'avéra dangereux et même sanglant au fil des mois et des années. C'est sans doute le journal Le Bavard qui l'évoque pour la première fois officiellement dans un article le 7 juillet 1877, en des termes volontairement épiques et un tantinet grandiloquent. Ô muse, chante la grande querelle des guerriers de la Major et de Saint-Laurent. Dis-nous les causes mémorables de cet homérique combat et la haine qui divisa toujours les gamins de ces 2 quartiers de Marseille. Ce jeu que pratiquaient les enfants au sortir de l'école dans ces 2 quartiers de Marseille, proches du Vieux-Port, s'appelait le bataillon. Rangés face à face, comme l'avaient été sans doute leurs parents lors de la guerre de 1870 ou de la Commune de 1871, ils commençaient à se lancer des colibés, puis à s'injurier à la manière antique. Ils venaient de toutes les petites rues voisines de l'Esplanade, de la Tourette, avaient tous les âges et toutes les tailles. Les plus jeunes avaient à peine 6 ans et accompagnaient généralement leurs grands frères. Au début, tout se passait bien, joyeusement, et on se donnait rendez-vous pour le lendemain. Puis, les injures se firent plus virulentes et précédèrent les premiers affrontements. Sur les ordres des commandants, on avait apprêté les massacants, littéralement pierres brutes capables de tuer un chien, et les provisions de cailloux, et on s'était armé de frondes. La fronde est un instrument constitué d'une poche souple, souvent en cuir, prolongée à chaque extrémité par des lanières et utilisée pour lancer des projectiles avec force. De fabrication facile et légère à transporter, la fronde apparaît dès la préhistoire et elle est utilisée dans l'Antiquité par les bergers pour défendre leurs troupeaux contre les loups et autres prédateurs. Elle sera aussi une arme de guerre au Moyen-Âge. Vous connaissez tous le fameux Thierry Lafronde dans la série télévisée des années 60 qui luttait contre le prince noir en Angleterre avec son arme favorite, la fronde. Son nom fut utilisé ensuite pour désigner la grande révolte qui marqua la France au milieu du XVIIe siècle,
entre 1648 et 1652 et opposa le Parlement de Paris à la monarchie durant l'enfance de Louis XIV. Elle deviendra enfin un jeu d'enfant, plus communément appelé lance-pierre. Entre les mains des enfants des quartiers de la Major et de Saint-Laurent, elle redevint une véritable arme, pouvant faire très mal. Le jeu du bataillon y gagna, si j'ose dire, ses lettres de noblesse. L'assaut commençait généralement au cri de « Vive la Maillot !»« Vive Saint-Laurent !» et dans un déluge de pierres. L'esplanade de la Tourette était alors très vite désertée par les passants et appartenait tout entière aux belligérants. Au début, les Marseillais, compréhensifs, soupiraient. Après ces années de plomb, les enfants, comme les adultes, avaient besoin de s'extérioriser. Et le jeu du bataillon fut bientôt plébiscité par tous les petits Marseillais, et pas seulement les enfants des pêcheurs, des artisans ou des ouvriers des quartiers populaires. Des enfants des quartiers bourgeois de la rue de la République ou du boulevard Michelet rejoignirent l'une ou l'autre des deux bandes où ils furent engagés sans difficulté après un rapide examen de leur capacité et de leur motivation par les commandants. Après le bavard, l'ensemble de la presse marseillaise de l'époque commença à exposer dans leurs colonnes les exploits des bataillons des deux quartiers. En 1880, dans l'un de ses articles, le petit Marseillais rend compte de l'effroi d'un bourgeois égaré dans les parages et se trouvant au beau milieu de la bataille. Il n'eut d'autre alternative que de s'enfuir à toutes jambes, trop heureux de n'être quitte que pour un chapeau défoncé. « Alors, messieurs les sergents de ville, qu'attendez-vous pour intervenir » grommellent certains riverains excédés. « Intervenir ? Pour quelques gosses qui s'amusent ? Oh, on a autre chose à faire. Et puis, il faut bien que jeunesse se passe. » En fait, en dépit des propos rassurants des autorités, on assiste bien alors au début de ce que j'appellerais Marseille canaille. Canaille étant synonyme de fripouille, scélérat, vaurien. Étymologiquement, le mot canaille est d'origine italienne et correspond en français à chienaille et vient de chien. Il signifie, par extension, meute de chiens et, dans un sens péjoratif, de chiens bruyants et menaçants. « Mais sire, répondit-il d'une voix rauque, s'il se trouve en toute cette chienaille, il désignait de la main ouverte l'assemblée des prévôts. Maurice Druon, les rois maudits. C'est au cours de la décennie 1880-1890 que va commencer à naître les premières vocations de parrain, même si à l'époque le terme n'est pas encore entré dans le champ lexical de la presse ou de la police. De même, on ne pouvait pas encore parler véritablement de milieu en observant ces bandes de quartiers qui s'affrontaient de plus en plus violemment sur un territoire commun où chacun entendait exercer sa domination et faire valoir ses droits. Tout se passait essentiellement autour ou à l'intérieur du quartier réservé, véritable zone franche de la prostitution située à Saint-Jean entre les quais du Vieux-Port et le Panier et qui avait été créée en 1863 par le préfet Maupas. Dans le quartier réservé, qui deviendra au fil des années un incontournable pour tous ceux qui se rendaient dans la cité phocéenne, s'épanouissaient de plantureuses créatures en tenue légère
qui arpentaient les petites rues étroites ou se prélassaient sur des chaises devant les portes cochères. Elles étaient toujours souriantes et interpellaient les passants avec bonhomie, sous les yeux et avec la bénédiction de la bonne mère, à laquelle elles vouaient une profonde vénération. Elles présentaient un choix étendu de couleurs de peau, de la couleur du lait ou du miel à celle de chocolat ou de pain d'épices, avec toutes les variantes possibles, et toutes ces dames avec leur spécialité. On savait en général pourquoi on venait dans ce quartier, mais si d'aventure un promeneur solitaire égaré, ou quelqu'un qui, par extraordinaire, n'était pas au courant des us et coutumes du lieu, gare à son chapeau. Un petit jeu, pas bien méchant du reste, avait été inventé par les filles, consistant à dérober au passant son chapeau, melon ou casquette, suivant sa catégorie sociale, et à l'entraîner par ce subterfuge au fond d'une antre sombre où d'autres filles attendaient assises sur des chaises, à même le trottoir, les cuisses à l'équerre. Derrière ce petit jeu se profilait cependant l'incontournable proxénète. Le métier le plus vieux du monde était alors entièrement entre leurs mains, égard à celles qui tentaient de prendre leur indépendance. Un ancien proxénète, Joe Benedetti, dévoilera dans les années 60 que le jeu en question était fort bien organisé. Nos maîtresses de maison avaient reçu l'ordre de voler les chapeaux aux passants les soirs où la monnaie ne rentrait pas assez vite. Elle ne le rendait pas avant que son propriétaire ait fait l'amour par force. S'il refusait, il était contraint de payer tout de même la passe. C'est donc là, principalement dans le quartier réservé au cœur de ce Marseille glauque et interlope, que se constituèrent les premiers terrains de jeu de ces petits voyous des villes qui avaient succédé aux malandrins des champs et autres bandits de grands chemins des siècles passés. Ce secteur abritait en 1883 quelques 88 lupanards. Le port de Marseille était devenu l'une des premières places fortes du trafic maritime mondial et les bateaux venus d'Afrique et d'Extrême-Orient déversaient leur ratio de navigateurs et de matelots à l'escale, tous avides de plaisirs charnels après des mois d'abstinence en mer. Très vite, les demoiselles de Saint-Jean, comme on les appelait alors, ne pouvaient plus faire face à la demande. C'est ainsi que l'activité licencieuse gagnera progressivement l'entrelac de rues au pied de Saint-Charles. Pour en revenir à la bande de la Major, à la fin du XIXe siècle, il faut savoir que progressivement, les gamins qui la composaient à l'origine commencèrent à faiblir, et leur bataillon dut se replier en direction de l'église de la vieille Major, dont ils défendaient les couleurs. L'adversaire en profita, et l'un des meneurs du bataillon de Saint-Laurent, dont j'ai retrouvé le nom, un certain Crapelin, François Crapelin, dit le grand François, car il dépassait les autres gamins d'une tête, lança une offensive décisive. Les pierres se mirent à pleuvoir de plus en plus sur ses adversaires, et on commença à dénombrer de vilaines blessures chez les combattants, mais aussi chez les passants. Ce fut, dit-on, une journée mémorable, et dont on parla si bien que le maire de Marseille, M. Simon Ramani, commença à s'inquiéter sérieusement. Et il n'avait pas tort, car après une courte accalmie, des scènes du même genre se produisirent 3 semaines plus tard, au grand désarroi de la population. Je parlais précédemment du regain d'activité des demoiselles de Saint-Jean
de plus en plus débordé et qui se livrait par ailleurs à une concurrence endiablée pour attirer les clients. Des maisons closes et des bars, l'alliance du stupre et de la luxure, il n'en faudra pas plus pour exciter l'appétit des bandes et d'attiser les convoitises de leurs chefs. Dans ce jeu de mains et de vilains, émergea rapidement une nouvelle bande, la bande de Saint-Mauron, ou l'As de Trèfle, qui s'opposa à la bande de Saint-Jean, reconnaissables par leurs casquettes et leurs foulards de soie rose. La rivalité larvée entre ces deux bandes se transforma très vite en véritable guerre ouverte, une sorte de première guerre des gangs avant l'heure, une guerre impitoyable qui fit de nombreuses victimes. On en dénombra 135 entre 1900 et 1905. Les Marseillais étaient effarés et s'avéraient impuissants à juguler cette violence inusitée. On parla même alors de l'ensauvagement de notre société, terme redevenu d'actualité. Tout commença précisément au cours de l'année 1899. 1899 fut en effet l'année de la toute première réunion, la réunion fondatrice en quelque sorte, de ce que l'on peut appeler le milieu marseillais ou la mafia marseillaise. Cette réunion, très solennelle, se déroula un soir du mois de mars dans un petit bar du Vieux-Port autour de quelques verres d'absinthe sous la houlette d'un Corse, un certain François Albertini, surnommé François le Fou, en raison de sa capacité à simuler la folie à chaque fois qu'il se faisait arrêter par la police. Le but essentiel de cette réunion était de fixer des règles de bonne conduite, en quelque sorte, de mieux contrôler les égos trop affirmés, d'éviter les dérapages et de faire en sorte que la population soit le moins possible impactée par les activités du milieu marseillais. Le fief de François Albertini se trouve au Panier, qui va devenir la plaque tournante de la mafia marseillaise jusqu'à une époque récente. Spécialiste de la prostitution, il règne en maître dans son domaine, assuré qu'il est de son impunité grâce à ses bonnes relations avec la police. Débordée, celle-ci se serait en effet engagée à fermer les yeux sur les commerces illicites du roi de Saint-Jean. En échange, Albertini aurait promis de renoncer aux autres trafics. Né à Bastia, le 20 décembre 1872, il habite Marseille, au cœur du quartier réservé, au numéro 58 de la rue Saint-Laurent. François le Fou n'avait pas le physique d'un grand caïd comme on pourrait l'imaginer. Il faisait plutôt penser à un honnête et consciencieux employé de banque. Mince, le visage fin, barré d'une fine moustache, il parle posément, sans placer un mot plus haut que l'autre, et n'élève la voix que très rarement. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Il est redoutable pour tous ceux qui osent s'opposer à lui, en acte comme en parole, comme nous n'allons pas tarder à le constater. Avec Albertini, l'usage des armes à feu pour régler les moindres différends devint courant et le resta très longtemps. Au Panier, disait Gaston Defferre dans les années 50, je me déplace toujours avec un petit calibre et de grosses balles. Lorsque Albertini commença à gérer dans la ville le grand banditisme, Marseille venait de connaître depuis quelques mois une fracassante explosion démographique.
Elle avait presque doublé sa population en 30 ans et n'avait pas encore digéré la première vague d'immigration venue d'Italie. La délinquance, qui pour de nombreux Marseillais en était la conséquence directe, avait désormais droit de cité. Le procureur de Marseille, dans une lettre adressée au procureur général d'Aix-en-Provence, déplore alors cette montée de la délinquance et évoque une population turbulente, avide de désordre et qui, en cas de trouble dans une ville de l'importance de Marseille, se laisserait certainement aller aux pires excès si elle ne se trouvait pas en présence d'une force sérieuse. Par force sérieuse, le procureur sous-entendait probablement l'État républicain, sa police et sa justice. L'État républicain, c'est le garant de l'ordre dans tout le pays. Et pour ne pas paraître laxiste, reproche que pourrait lui faire l'opposition royaliste, tant légitimiste que orléaniste, il n'hésite pas à employer des grands moyens contre tous les voleurs, criminels et autres casseurs. La répression la plus implacable est la seule solution contre les sauvages sans foi ni loi. C'est en 1907 que seront créées par le ministre de l'Intérieur, Georges Clemenceau, les Brigades du Tigre, spécialement formées pour lutter contre le grand banditisme. Nous y reviendrons. En mars 1899, à l'issue de cette première grande réunion qui consacra François Albertini, le milieu marseillais commence donc à s'organiser sérieusement. La bande de Saint-Jean décide de faire le ménage et d'imposer sa loi et ses règles pour éviter l'anarchie peu propice aux affaires. Son but principal est d'étendre son empire dans les établissements de nuit, les bordels, les bars et les salles de jeu qui poussent comme des champignons, et puis de mettre de l'ordre et d'expulser les intrus. Dans une sorte de rituel, elle décide de faire tatouer sur la main gauche de chacun de ses membres 3 points bleus et de former un véritable club à l'image de ce que seront plus tard aux États-Unis les Hells Angels. Chacun de ses membres est prêt à perdre la vie pour protéger son territoire face aux bandes rivales, dont celle de Saint-Mauron. C'est à de véritables batailles rangées que commencent à se livrer ces différentes factions. Eh oui, on est bien loin des batailles à coups de pierre des décennies passées. Il s'agit à présent de véritables guerres de rue qui, en dépit des précautions prises, laissent de nombreuses victimes innocentes sur le pavé, simples passants ou hirondelles en patrouille sous les réverbères de la Canebière. Le préfet François-Marie Floré commence alors à s'alarmer, de même que le maire Siméon Flessière, qui lui rappelle que 20 ans plus tôt, son prédécesseur sur le fauteuil de maire, M. Simon Ramani, avait réagi, sans beaucoup de résultats d'ailleurs, devant l'accélération de la violence entre les bandes de jeunes du quartier du Port. Le préfet rassure le maire. Le temps de l'impunité est terminé et il va désormais sonner la fin de la récréation. Effectivement, le calme semble revenir dans les quartiers, mais l'apaisement est trompeur. Un soir, à la fin de cette année 1899, le croupier d'un cercle de jeu de la Canebière, dépendant de Saint-Jean, un certain Chalus, originaire de Gardanne, est violemment agressé, cours Saint-Louis, et il s'écroule après avoir reçu 15 coups de couteau provenant vraisemblablement
comportement de ses employeurs insatisfaits. Il n'aurait pas truqué les jeux comme on lui demandait. Conduit à l'Hôtel-Dieu dans un état grave, la première visite amicale qu'il reçut, dès le lendemain, fut celle d'un homme qu'il connaissait bien et qui acheva le funeste travail avec un énorme couteau de boucher dissimulé sous un bouquet de fleurs. Il pensait lui donner le coup de grâce, mais Chalus avait la vie dure. Il s'en sortit une nouvelle fois et jura de se venger. Il alla donc trouver asile à Saint-Mauron avec quelques amis aussi déterminés que lui. Et il constitua la bande rivale qui entreprit en 1900 la série de règlements de compte qui ensanglantera Marseille pendant 5 ans. Par la suite, Chalus, devenu patron d'une respectable maison de tolérance à Toulon, céda le commandement à Louis Haussé, dit Testas, ou Grosse Tête, qui poursuivit avec zèle et intensifia même les hostilités avec ses amis Marius Honorat et Cardenio Juifredi contre François Albertini, le patron de Saint-Jean. Désormais, rien ne pourra plus arrêter le cercle infernal de la violence. En 1900, une étincelle suffira à tout embraser. Cette étincelle, c'est l'enlèvement par François Albertini de la petite Thérèse, qui travaillait rue du Radeau sous la protection de Leblond, l'un des lieutenants de Testas. Des règlements de compte s'ensuivirent jusqu'à ce que Testas et ses sbires tuent 2 habitants de Saint-Jean, ou plutôt sont accusés de ce meurtre. Ces règlements de compte en série endeuilleront la cité phocéenne jusqu'en 1904. Cette fameuse année 1900, un certain Costa, de la bande de Saint-Mauron, très apprécié dans le milieu marseillais, est assassiné par un rival appartenant au clan d'Albertini. Cette exécution sommaire ne fait pas l'unanimité dans la bande de Saint-Jean et des voix s'élèvent contre cette exécution sommaire et lâche, dont celle de Gassin, l'un des personnages influents de la bande, qui exprime même publiquement sa désapprobation en déclarant à propos de ce crime que ce n'est pas bien travaillé. François le Fou, qui pourtant s'en porte rarement, est furieux contre le sapajou qui se permet de braver son autorité. On savait qu'il n'admettait guère de contestation, mais on n'imaginait pas qu'il allait vouer aux gémonies l'un de ses plus fidèles lieutenants et lui faire payer son acte de haute indiscipline. Convoquant sur le champ son comité directeur, il proclame qu'il n'admettra jamais qu'on remette en cause son autorité et la justesse de ses décisions. Quelques jours plus tard, Gassin, qui s'était permis de le critiquer, est relevé à moitié mort par les policiers après avoir reçu 14 balles dans la peau. Transporté rapidement à l'Hôtel-Dieu, il échappe à la mort, mais il redoute que ses assassins s'introduisent jusque dans sa chambre pour achever leur travail. Et la plupart de ses amis, dans la bande de Saint-Jean, s'étaient empressés de prêter allégeance à François le Fou. Ne restait à Gassin qu'un seul ami, sur lequel il savait qu'il pouvait encore compter, un certain Paradis. Il le supplia de le faire sortir de l'hôpital où il se sentait en danger. Paradis accepta et le conduisit chez lui dans le plus grand secret. Il accepta aussi de jouer l'infirmière et de monter la garde devant sa porte. Quelques semaines plus tard, Gassin se remit de ses émotions et grâce aux bons soins de Paradis, il recouvra la santé. Mais un soir, vers minuit, Paradis est à son tour la cible de tireurs embusqués.
Nous sommes le 7 mai 1900. Le lendemain, étant jour d'élection municipale, malgré les menaces, Paradis et Gassin décident d'aller voter. Il ne faut surtout pas se laisser impressionner. Il suffit de redoubler de précautions. C'est donc à l'heure de la sieste, sûrs ainsi de ne pas croiser le fou et sa bande, qu'ils entrent au bureau de la Major, leur carte d'électeur en main. C'était sans compter sur la rancune tenace du roi de Saint-Jean. En sortant du bureau, ils sont pris sous le feu nourri des hommes d'Albertini. Le moins que l'on puisse dire est que Gassin a la baraka. Il n'est même pas touché. Paradis, lui, n'est blessé que légèrement, et le soir même, il s'apprête à se rendre tout seul à la halle de Viveau pour assister aux opérations de dépouillement. Gassin fait tout pour l'en dissuader. Mais Paradis veut conjurer le sort. Il ne reculera pas et n'a pas peur de ces lâches. Vers 22h30, 3 hommes armés jusqu'aux dents font irruption dans la halle de Viveau, et Paradis n'échappe pas cette fois-ci à ces enragés qui l'attendent et veulent en finir avec lui une fois pour toutes. Avant de mourir, Paradis a tout de même le temps de lâcher au commissaire Constant chargé de l'enquête l'identité des tueurs. C'est François, le beau-frère de Marius, dit le Noir, qui a fait le coup. Cette ultime confidence va mettre rapidement la police sur la trace des meurtriers, au nombre de 3, Cosmo Mielo, Fortuné Gramegna et Lucien Mattei. Ils sont arrêtés, mais les instigateurs, dont le principal, François Albertini, demeurent introuvables. François de Faux n'est assurément pas un truand ordinaire. C'est un garçon d'une intelligence remarquable et un meneur d'hommes. Ambitieux et déterminé, il s'efforce de s'introduire dans le monde des affaires et de la politique. Mais il est surveillé de près par la police depuis des années. Il fait de fréquents séjours en prison, mais il en sort généralement toujours très vite, simulant la folie et parvenant toujours à attendrir les juges. Sa notoriété ne cesse de grandir au fil des ans dans le milieu marseillais et corse. Et la bande de Saint-Jean, pour laquelle il devient peu à peu une sorte de gourou, est de plus en plus sous les projecteurs de la police marseillaise et du commissaire Mondoulou, qui s'est promis de mettre tout le monde sous les verrous. Mais ce n'est pas une tâche aisée. Une société apparaissant dans son organigramme intrigue plus particulièrement Mondoulou. Elle est installée sur la commune de Gardanne et elle regroupe des entreprises dans le secteur de la maçonnerie et le gros œuvre. Mais elle semble n'être qu'une habile couverture. Son gérant, Rémi Massimi, généreux donateur des multiples associations caritatives de Marseille, va apparaître lui aussi dans l'environnement proche de François le Fou. Il évolue dans la galaxie anarchiste. Il a aussi des liens très étroits avec le grand banditisme, corse notamment, qui, depuis une décennie, gangrène l'île, et il est partisan d'une Corse autonome, voire indépendante, dans laquelle les cercles de jeu et les trafics de drogue fleuriraient sous la houlette de l'homme fort du banditisme marseillais, un Corse de surcroît, François Albertini. Mondoulou fit part de ses craintes au préfet Floré. Il évoque l'infiltration de l'association de Massimi dans la bande de Saint-Jean et l'utilisation de celle-ci dans des actions d'envergure en Corse. Nous avons des informations. On sait que ces gens-là se réunissent dans le secteur de Gardanne, et je pense qu'on ne les cible pas assez. Et pour cause.
Massimi bénéficiait de la protection de certains hommes politiques corses influents. Le préfet prend ses propos très au sérieux et la police ne tarde pas à investir les lieux à Gardanne. Mais elle ne trouve pas âme qui vive et les locaux vides. Massimi ne sera jamais retrouvé. Quant à Albertini, quel rôle aurait-il pu jouer dans cette affaire? Était-il pressenti pour devenir le responsable de cette Corse mafieuse indépendante? Le mystère demeure. Lors de son procès, en 1911, la question ne lui sera même pas posée. Une chape de plomb s'abattit sur cette affaire énigmatique et le commissaire Mondoulou, quelques jours après l'échec de l'opération de Gardanne, fut victime d'un empoisonnement jugé accidentel après avoir consommé des champignons. Après l'affaire Paradis et la fuite d'Albertini, les quartiers Saint-Jean et Saint-Mauron s'installèrent dans une insécurité permanente, ponctuée de coups de feu, de duels singuliers ou collectifs dans les terrains vagues du Rouet et du Faro, dans les collines du Rove ou encore sur les îles de Rioux et de Jarre, idéales pour se débarrasser facilement des vaincus. De 1900 à 1905, on dénombrera pas moins de 135 morts violentes par arme blanche ou coup de feu. Puis, brusquement, en février 1905, c'est la trêve. Une trêve inattendue due à l'initiative d'un des leaders de la bande de Saint-Jean qui proposa une rencontre amicale afin de fumer le calumet de la paix. La police était de plus en plus présente. La justice sévère. Les peines, par la cour d'assises d'Aix-en-Provence, toujours plus lourdes. Il était donc nécessaire de faire profil bas, et ceux qui n'avaient pas encore été inquiétés jugeaient avec sagesse que la seule issue possible était l'entente et le partage à l'amiable de la ville. Le 7 février, le petit Marseillais annonce l'heureuse nouvelle. C'est la paix! Saint-Jean et Saint-Mauron fraternisent. Pour les deux bandes célèbres, il n'y a plus de Pyrénées. Les terreurs sont tombées dans les bras les uns des autres. Une fricassée de museaux attendris a suivi la réconciliation. Saint-Jean a suspendu ses inutiles revolvers aux panoplies. Saint-Mauron a rengainé les poignards. Cela s'est fait sans fracas, du jour au lendemain. Nous ignorons qui a été le pacificateur. On tresse des lauriers et l'on dresse des arcs de triomphe à des gens qui n'en ont pas fait d'autant. En fait, on ne sait pas grand-chose sur cette rencontre entre 8 hommes de chaque camp qui se tint en terrain neutre dans un pavillon isolé du prophète en présence d'observateurs envoyés par la pègre de Toulon et de Monaco. Quant à François Albertini, il avait déjà quitté Marseille, car l'étau s'était resserré autour de lui et il espérait entreprendre une carrière internationale dans le monde. Comme il était toujours ambitieux, il entendait bien réussir dans le domaine du trafic de drogue et celui de la prostitution à grande échelle, notamment. Cette époque dont nous parlons ce soir est appelée la Belle Époque. Bien que, comme le dit souvent Pierre Échinard, spécialiste du XIXe siècle marseillais, la Belle Époque est une expression forgée rétrospectivement après la Première Guerre mondiale. La Belle Époque, c'est celle des bandes de quartier autour du Vieux-Port, que nous venons d'évoquer, et c'est aussi celle du nervi marseillais. Durant la Belle Époque, le nervi marseillais devient rapidement une figure emblématique de la ville.
Le nervi marseillais, ce n'est pas un grand ponte du banditisme, et généralement il ne fait partie d'aucune bande organisée. C'est un garçon généralement sympa au premier abord, un garçon comme vous et moi, mais qui évolue hors de la légalité. C'est à la fois un petit voleur, un voyou et un casseur. Il faut savoir que nervi est un mot provençal signifiant le nerf. Se promenant ostensiblement dans la ville avec un nerf de bœuf, destiné à casser la tête des riches passants et des bourgeois pour leur faire le portefeuille, le nervi marseillais est, je vous l'accorde bien volontiers, sans foi ni loi. Mais malgré tout, il possède une certaine classe et des idéaux proches de ceux des anarchistes. Pour en revenir au phénomène de bande qui se perpétue aujourd'hui avec des armes et des moyens de plus en plus sophistiqués, il faut signaler tout de même que ce phénomène et cette violence dans les années 1900 n'étaient pas l'apanage de Marseille et du Midi. À Paris et dans les grandes villes, les rixes de plus en plus sanglantes, les arnaques, les escroqueries, les viols se multiplient, notamment dans les hauts quartiers de l'est de Paris, comme la Bastille ou la rue Mouffetard. Des bandes de petits truands imposent leurs lois. Ils sont appelés Apaches, en référence aux vrais Apaches d'outre-Atlantique des années 1880, Geronimo en tête. Les Parisiens vivent donc de plus en plus dans la crainte de ces Apaches, terme sous lequel sont également inclus les Auvergnats. Les Auvergnats, vous savez, les fameux patrons des cabarets-bars. Le petit journal illustré offrira le premier, en janvier 1910, une clarification du mot Apache approprié aux bandes de jeunes voyous parisiens. C'est, écrit-il, au commissariat de Belleville que pour la première fois ce terme fut appliqué à nos jeunes malandrins des faubourgs. Ce soir-là, le secrétaire du commissariat interrogeait une bande de jeunes voyous qui, depuis quelque temps, ensanglantaient Belleville par ses risques et ses dépradations et sémaient la terreur dans tout le quartier. La police, enfin, dans un magistral coup de filet, avait réussi à prendre toute la bande d'un seul coup, et les malandrins, au nombre d'une douzaine, avaient été amenés au commissariat, où le panier à salade allait bientôt venir les prendre pour les mener au dépôt. En attendant, les gredins subissaient un premier interrogatoire. Aux questions du secrétaire, le chef de la bande, une jeune terreur de 18 ans, répondait avec cynisme et une arrogance extraordinaire. Il énumérait complaisamment ses hauts faits et ceux de ses compagnons, expliquait avec une sorte d'orgueil les moyens employés par lui et par ses acolytes pour dévaliser les magasins, surprendre les promeneurs attardés, les alléger de leurs bourses, les ruses de guerre dont il usait contre une bande rivale avec laquelle lui et les siens étaient en lutte ouverte. Il faisait de ses exploits une description si pittoresque, empreinte d'une satisfaction si sauvage, que le secrétaire l'interrompit soudain et s'écria « Mais ce sont-là de vrais procédés d'Apache !» Le tribunal condamnera sévèrement la bande des Apaches de Belleville, comme on l'appela alors, les Apaches de Belleville, et on peut dire que le terme fit fortune. Les Apaches se faisaient remarquer par l'œil de biche, un petit tatouage apposé au coin des yeux, et par leur accoutrement, pantalon pattes d'éléphant, veste entr'ouverte, laissant voir une chemise fripée, casquette vissée sur la tête et superbes chaussures ultra brillantes, signe distinctif pour épater la galerie. Autre particularité chez eux, frappante pour l'époque, la gente féminine y jouait un rôle non négligeable. Les femmes prenaient part aux méfaits attribués aux gangs.
Elles choquaient en général par leur attitude libérée et ostentatoire. Parmi ces femmes, dont le rôle fut très actif chez les Apaches parisiens, on a surtout retenu le nom d'Amélie Elie, que tout le monde surnommait Casque d'or. Cette prostituée, d'une beauté remarquable, provoqua, pendant des années, une lutte farouche entre deux chefs de bande, Leca et Manda, qui s'efforçaient d'obtenir ses faveurs. Elle sera plus tard immortalisée par Simone Signoret aux côtés de Serge Reggiani dans le film éponyme de Jacques Becker, sorti en 1952. L'audace extrême qui caractérisait ces Apaches entraîneront un aspect romantique à la Belle Époque, au même titre que les nombreux bals musettes dans les quartiers parisiens qui vibraient au rythme des danses Apaches. Et Marseille ne fut pas la dernière à reprendre les us et coutumes de la capitale en la matière, comme le soulignera le Petit Journal dans ses pages lors du cambriolage d'une grande bijouterie en plein centre-ville de Marseille. Les cambrioleurs marseillais s'efforcent de dépasser en audace criminelle nos malandrins parisiens. Le vol accompli ces jours derniers dans la rue Colbert à Marseille en est la preuve flagrante. 4 individus qui passaient dans cette rue s'arrêtèrent soudain devant la vitrine de la bijouterie Arman. L'un d'entre eux brisa à coups de maillet une grande glace de 2 mètres carrés, tandis que ses complices écartaient les promeneurs arrêtés devant le magasin. Au bruit, M. Arman, qui se trouvait avec sa famille dans son arrière-magasin, accourut, mais il fut arrêté sur le seuil de sa porte par un voleur qui, revolver au poing, menaçait de le tuer. Les Apaches marseillais n'avaient donc rien à envier à leurs collègues parisiens. À Marseille, comme dans la capitale, les bonnes gens se plaignaient que ces jeunes malandrins, quand ils étaient arrêtés et jugés, récidivaient presque de façon systématique, aussitôt libérés après avoir purgé leur peine. La justice est trop laxiste, entendait-on dire partout, et les peines trop légères et peu dissuasives. C'est alors qu'un médecin réputé, le docteur Lejeune, publia un livre qui fit grand bruit. Faut-il fouetter les Apaches? Il préconisait dans son livre la flagellation pénale, et ses conseils furent accueillis avec engouement. Je voudrais vous lire un petit extrait significatif de ce livre singulier. Rien n'est moins beau qu'une personne subissant la flagellation. Dévêtue ou à peu près, l'Apache expose son anatomie de malingre et de dégénéré. Il se montre tel qu'il est, un être inférieur que seule notre excessive humanité tolère au sein des grandes villes. Les cheveux, habituellement si bien pommadés, s'entremêlent sous les efforts du fustigé. Le visage glabre, impudent et railleur d'ordinaire, se contourne en grimace d'enfant battu. L'air cynique et moqueur s'humilie, supplie lâchement qu'on lui fasse grâce. Le flagellé redevient instinctivement un esclave, un vaincu, et rien n'est mieux que d'imprimer cette sensation sur la peau et dans l'entendement des Apaches qui se croient tout permis. Et voilà donc ce qu'écrivait notamment ce médecin, un tantinet sadique selon moi. Mais le journal Le Matin va encore plus loin, préconisant les grands moyens, à savoir, tout simplement, l'emploi de la guillotine pour couper court, si j'ose dire, vous me pardonnerez l'expression, couper court à la criminalité juvénile.
Si les exactions et les méfaits de ces Apaches exaspéraient les gens à juste titre, je voudrais vous faire remarquer qu'ils bénéficiaient d'une grande médiatisation dans la presse papier de l'époque qui en faisait les choux gras. Et encore, n'y avait-il pas alors Internet et les réseaux sociaux. En attendant, une certaine psychose s'emparait des populations des grandes villes et des armes de défense commenceront à être commercialisées, comme la canne matraque. En donnant un coup sec avec celle-ci, on faisait apparaître la pointe d'une baïonnette. Plus dissuasive encore, la canne revolver, véritable chef-d'œuvre d'armurerie, pouvait-on lire dans la presse. Les armes de self-défense se vendront comme de petits pains à Marseille. Par ailleurs, aux femmes, qui étaient souvent la victime de ces Apaches, on conseilla de prendre des cours de jiu-jitsu. Pour ceux d'entre vous qui l'ignorent, je précise que jiu-jitsu est une technique de combat pratiquée par les Japonais et développée par les samouraïs à partir de 1600. C'était une technique très efficace pour combattre des adversaires armés et qui convenait parfaitement, disait-on, aux dames. Elle est d'ailleurs toujours enseignée aujourd'hui dans des clubs affiliés à la Fédération française de judo. Pour endiguer ce climat de violence sous fond d'attentats anarchistes dans tout le pays, des mesures de plus en plus nombreuses sont prises, et la police, qui devenait la risée de la population, est réorganisée. Je voudrais vous signaler que c'est dans les années 1900 que les policiers commenceront à être équipés de chiens dressés pour participer aux arrestations. Ils sont les ancêtres de nos brigades cynophiles ou brigades canines qui ont aujourd'hui un rôle de premier plan dans la sécurisation des lieux et la recherche au sein des forces de l'ordre. Mais pour assurer une efficacité répressive accrue, il s'avéra nécessaire de développer aussi le matériel de la police et d'accroître ses effectifs. En mars 1906, Georges Clemenceau, qui, à 65 ans, en dépit d'une longue carrière politique, n'avait jamais exercé de fonction ministérielle, est nommé ministre de l'Intérieur. Et dès qu'il s'installe place Beauvau, il se fixe un objectif prioritaire: rétablir l'ordre dans un pays qui part en déliquescence, si l'on en croit le journal Le Correspondant, dans un article du 10 avril 1903. Le drapeau est insulté, l'indiscipline encouragée, le meurtre des officiers prêché aux soldats, les Apaches des boulevards extérieurs se répandent jusque dans les quartiers élégants de Paris, et comme investis d'une immunité spéciale, promènent sans être inquiétés leurs provocations et leurs attentats. Depuis l'attentat anarchiste à la chambre de Auguste Vaillant, suivi de beaucoup d'autres, et surtout de l'assassinat du président de la République, Sadi Carnot, mortellement blessé sous les coups d'un anarchiste italien, Santo Caserio, en juin 1894, les Marseillais vivent dans l'angoisse de nouveaux drames. Clemenceau entend bien prendre le problème à bras le corps. « Je suis le premier des flics, dit-il fièrement. » Ce style de premier flic de France l'amènera d'ailleurs à se brouiller durablement avec Jean Jaurès. Le radical-socialisme de Clemenceau n'était pas sur la même ligne que la SFIO et la CGT. Devant gérer une vague de grèves importantes, souvent quasi insurrectionnelles, dès son arrivée place Beauvau, il n'hésitera pas à envoyer la troupe contre les grévistes. On a retenu cet échange vigoureux au Parlement. « Monsieur Jaurès, vous promettez tout à l'ouvrier, mais vous n'êtes tout de même pas le bon Dieu. »« Et vous, vous n'êtes pas le diable. »
Qu'en savez-vous? Ce qui est certain, c'est que Clémenceau va devenir très vite le diable pour tous ceux qui revendiquaient une vie meilleure, comme pour tous ceux qui s'opposaient à l'ordre légal. Sous l'impulsion du tigre, comme on l'appelait, le paysage policier français va donc se moderniser pour lutter contre tous les fauteurs de troubles, les malfaiteurs et les agitateurs de tout acabit et s'enrichir d'une nouvelle force de l'ordre avec la création de 12 brigades régionales de police mobile. Pour la postérité, celles-ci sont plus connues sous leur surnom de Brigade du Tigre. Ce décret invoque un triple objectif pour légitimer l'institution de ces 12 brigades. D'une part, l'amélioration de la sécurité publique dans un pays qui serait sur le point d'être submergé par la criminalité. Et ensuite, la professionnalisation des recherches judiciaires en France par le déploiement d'un corps d'agents expérimentés dans toutes les grandes villes, à commencer par Marseille. Enfin, ces 12 brigades se voient confier la tâche de décloisonner un appareil policier sclérosé dont les forces sont contenues par les limites de chacune de leurs circonscriptions respectives, ville pour les commissariats, canton pour les brigades de gendarmerie. Et il n'existait pas alors de service actif de police judiciaire agissant à l'échelle nationale, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Précédent de quelques mois, l'installation des brigades mobiles, un service chargé de centraliser les recherches judiciaires dans tous les départements, est créé. Le contrôle général des services de recherche. Contrôle général des services de recherche sous la responsabilité de Jules Sébille, qui occupe un poste clé auprès du nouveau directeur de la Sûreté Générale depuis janvier 1907, Célestin Aignon. Déjà largement décimé par des années de lutte fratricide, même si, depuis 2 ans, c'était la paix et l'entente cordiale, trinqué par des policiers marseillais excédés, les 2 bandes principales, la bande de Saint-Mauron et la bande de Saint-Jean, observèrent avec inquiétude l'installation de la brigade mobile à Marseille. Elles ne se firent pas d'illusions. Rien désormais ne serait plus comme avant. Un des membres de la bande de Saint-Jean se serait écrié dans un sanglot lors d'une réunion nocturne dans ce même bar où était née en 1899 la mafia marseillaise. Le tigre ne se contentera pas de nous mordre, il nous dévorera. Effectivement, désormais, l'heure était au démantèlement systématique des 2 bandes et au retour de l'ordre et de la sécurité publique. Ne restait plus ensuite qu'à attendre d'hypothétiques jours meilleurs. François Albertini, de son côté, connaissait-il des jours meilleurs? En fait, il ne cessait de fuir. Après l'Angleterre, il partit aux États-Unis. À New York, il commença à vivre de petits trafics, puis il dut fuir en Amérique du Sud, à Caracas, capitale du Venezuela, où il aurait rejoint Rémi Massimi, puis il s'installa en Argentine, à Buenos Aires. Là, il espérait bien rebondir, mais ce fut un nouvel échec, et de nouveau, il risque alors d'être arrêté. En France, en 1907, il est condamné à mort par contumace. Il revint ensuite en Europe, au Portugal, mais en novembre 1909, il est arrêté à Lisbonne, ce qui posa un épineux problème de droit international. La France et le Portugal avaient signé, en 1854, une convention d'extradition. Mais le Portugal avait aboli la peine de mort,
et Albertini risquant sa tête en cas de retour en France, les deux pays se trouvèrent dans un véritable imbroglio diplomatique. Le gouvernement portugais, pour en sortir, demanda aux autorités françaises que la France prenne l'engagement de ne pas infliger la peine capitale à Albertini. Alors plusieurs juristes furent consultés, qui concluèrent que cette exigence était sans fondement. Finalement, le Portugal finira par reconnaître le bien fondé de la thèse française et extradera Albertini, mais avec toutefois l'assurance officieuse qu'en cas de condamnation à mort, le président de la République fasse jouer son droit de grâce, je cite, pour satisfaire les scrupules honorables d'un pays ami qui, respectueux de ses engagements, apporte son concours dans une œuvre de justice. Sachant que le président de la République, Armand Fallières, était favorable à l'abolition de la peine de mort en France, plus rien ne s'opposait à l'extradition d'Albertini qui eut lieu au cours de l'année 1910. Comme à son habitude, il feignit la folie et fut interné quelques semaines à l'asile des aliénés Saint-Pierre à Marseille. C'est le 31 janvier 1911 que s'ouvre enfin le procès de François Albertini au palais de justice de Marseille. Face à la cour d'assises, François le Fou ne se démonte pas. Bien au contraire, il entend profiter de la médiatisation de son procès. Pour la première fois, il était sous les feux de la rampe, devant un public nombreux, composé d'une majorité de curieux, mais aussi de quelques dizaines de journalistes. On remarquait aussi de nombreux sympathisants et amis de l'accusé. Cela se voyait au regard que leur portaient les policiers en uniforme, mais aussi en civil. Il fallait avoir l'œil. On pouvait craindre les manifestations. François Albertini est souriant et décontracté. Il semble s'étonner d'être là. Et à Christian Faré, le président du tribunal, il répète à plusieurs reprises. J'ai été persécuté par la police, monsieur le président. J'ai été persécuté par la police sans savoir pourquoi. Je n'ai jamais été chef de bande. Ce qui provoque l'hilarité dans l'assistance. Vous avez subi 4 condamnations, dont 2 pour vol. Les renseignements de police disent que vous êtes un véritable bandit, rétorque le président Faré. François Albertini le regarde alors avec de grands yeux ronds. Puis, se tournant vers le public qu'il prend à témoin, il s'étonne. Un bandit? Moi? C'est une plaisanterie. Il n'y a là rien de drôle. Nous ne sommes pas là pour plaisanter, lance alors le président. Il évoque alors les pérégrinations d'Albertini dans le monde depuis qu'il a fui la France, dans les milieux interlopes des grandes capitales où se pratique la prostitution, les jeux d'argent illicites, le trafic d'alcool et de drogue. Maître Pierre Dupin, l'avocat d'Albertini, entre alors en scène. Je vous signale que son fils sera, 30 ans plus tard, avocat général lors du procès du fameux docteur Petiot. Maître Dupin se veut aussi grandiloquent et tente un grand coup. « Mon client, s'écrie-t-il, est au cœur d'une énorme machination. Il est la victime. » Ces propos font réagir la salle. Indignation, rire et approbation de certains. Le président Faré menace de faire évacuer la salle et interpelle l'avocat. « La victime? Mais vous voulez rire, maître ?» « Nullement, monsieur le président. Laissez-moi vous dire ceci. On fait ici le procès de la drogue, de la prostitution, des salles de jeux clandestins à travers le monde. Tout se mélange. Revenons donc, s'il vous plaît, à mon client.
et ce que l'on nous donne des preuves matérielles de ces exactions. François opine de la tête en souriant. Avec l'arrivée des témoins à la barre, on revient à la période marseillaise, quand Albertini dirigeait la bande de Saint-Jean. L'un après l'autre, tous les témoins accablent l'accusé qui reste impassible. Puis Gassin entre à son tour. Le président l'interroge. « Il était bien là, Albertini, la première fois où il fut tiré sur vous. »« Oui, répond Gassin sans hésiter. C'est Paradis qui me l'a dit, quelques minutes après l'agression. » Gassin confirme ensuite qu'Albertini était bien le chef de la bande de Saint-Jean, mais il assure qu'il ne parle pas par esprit de vengeance ou par haine. « Ah, si j'avais de la haine, monsieur le président, ce n'est pas un meurtre que j'aurais à lui reprocher, mais 10. » Le président jubile. Se tournant vers l'accusé, il lui lance. « Vous entendez, Albertini? Vous entendez ?» Albertini semble très surpris. « Mais je m'étonne, monsieur le président. » « Vous vous étonnez tout le temps. Pour un peu, vous vous étonneriez d'être sur ces bancs. » Les rires fusent dans la salle, venant même de la part de ses amis. François le Fou n'a pas su convaincre la cour qui le condamne aux travaux forcés à perpétuité. Albertini blêmit à l'annonce du verdict. Au cours du procès, son vrai visage avait été révélé, celui d'un homme particulièrement cruel et sans moralité. Jo Benedetti raconta que les filles qui refusaient de se soumettre aux épreuves initiatiques qui étaient alors monnaie courante avant d'obtenir le privilège de travailler pour lui, sur quelques mètres de trottoir, étaient badigeonnées de goudron, particulièrement sur la chevelure. C'était ce que l'on appelait l'épreuve du noir. Elles étaient ensuite tabassées et Albertini les obligeait à faire l'amour avec un noir des colonies. Je cite toujours Benedetti qui précisait « Si elles subissaient tout cela avec frayeur, c'était gagné. Il fallait qu'elles nous craignent. » Au récalcitrant, indiqua un autre témoin et acteur de ces sévices, on rasait la tête. À la deuxième incartade, dixit toujours Benedetti, nous mettions François le Fou au courant, et la nuit, nous allions tuer la petite insoumise derrière le pharaon ou sur les roches de la grande digue. Nous l'attachions à des tombées de rails de tramway et nous la jetions à la mer. Personne n'en savait rien. Ce n'était pas comme maintenant. À l'issue de ce procès, François Albertini est donc condamné au bagne. Testas, son homologue de Saint-Mauron, arrêté et jugé à son tour, l'avait précédé. En novembre 1913, François le Fou, simulant une nouvelle crise de démence, parvient à s'évader. On peut se demander alors s'il n'était pas devenu vraiment fou. Quoi qu'il en soit, on ignore depuis ce qu'il est advenu de lui. Mais si les hommes tombent, d'autres les remplacent. Bientôt viendra le règne d'un autre François, dit Lescoumoun, un chef plutôt chanceux, malgré son surnom. Il prend les rênes de Saint-Jean, qui continuent à faire alliance avec les hommes de Saint-Mauron, tandis que dans un autre coin de la cité phocéenne, une nouvelle équipe, la bande d'Andoum-Vauban, dirigée par un surnommé Pantoufle, se distingue dans les trafics de toutes sortes, de tout genre, même si la grande époque était la grande époque où tout était possible et bien passé. En août 1914, la guerre éclate. René Viviani, le président du Conseil, prône l'union sacrée et la mobilisation de tous les Français autour de la République. À Marseille, c'est Eugène Pierre,
sur le fauteuil de maire qui incarne avec succès cette union sacrée. L'Église se réconcilie avec la République, les partis politiques cessent leurs querelles, et les truands baissent les armes et pactisent avec les policiers. Durant 4 ans, on ne recense pratiquement plus de vols, agressions ou trafics. Le député de Marseille, Marie Bouche, ira jusqu'à dire en 1917 « Ce diable de Clémenceau, il a enfin trouvé le moyen de ramener l'ordre et la sécurité dans le pays. » Mais au sortir de la guerre, les bandes se reconstituent. Les truands reprennent allègrement leurs activités. La belle époque est bien terminée. Et après le précurseur Albertini, Marseille canaille a encore de beaux jours devant elle. On commence à entrer véritablement dans l'ère des parrains et de cette mafia qui culminera dans les années 30 avec Carbone, Spirito, Magiavanca et compagnie. Mais ça c'est une autre histoire. Oui. Je vous remercie.